Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo sur X-Plane 11. C'est une des premières fois que j'en fais là, depuis un paquet d'années. L'idée c'est quoi? C'est d'échanger autour de l'aéronautique civile et commerciale, l'univers des bimoteurs, le Boeing 737 avec vous. D'habitude, comme vous le savez, je parle plutôt autour de l'aviation militaire, mais je suis également pilote de ligne, je suis pilote de ligne américain et je suis pilote de ligne canadien avec une qualification sur Boeing 737 MAX. Donc on va parler un petit peu de tout ça. L'idée ce n'est pas de rentrer dans la vis pointue, je ne vais pas faire les checklists, je ne vais pas faire les standard operating procedures. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui on est là pour parler de common sense, de bon sens paysan et essayer de vous apprendre quelques petites choses sur l'aviation civile et ces magnifiques avions surpuissants que sont les Boeing et les Airbus. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez mettre un pouce en haut vers le bas au niveau de la page parce que ça met dans le terme de visibilité, donc c'est très apprécié. Et jingle. Ok, on est à LaGuardia, de là où a décollé Sully avec son A320. On a un American Airlines 737-800 et il veut me mettre à gauche, il est gentil. Moi je suis en place droite d'habitude. On ne va pas faire toutes les checklists. Alors normalement il y a des checklists à faire, il y a des flows, ce qu'on appelle des flows, c'est vous suivez au niveau des mains, vous partez de la gauche vers la droite et tout est toujours la même chose de manière à être dans l'ultra sécurité. Et comme ça vous vous rendez compte s'il y a la moindre erreur. Aujourd'hui on ne va pas faire ça, on devrait rentrer les informations au niveau du FMS qui est ici. Donc avec le FMS, d'ailleurs nav data out of date, ça c'est pas bon du tout. Avec le FMS, on a un petit souci de FMS. Comment je ferme? Avec le FMS, on pourrait rentrer les températures du jour, le cost index, donc nos desiderata en termes d'efficacité pétrole, une multitude d'informations qui permet après cet ordinateur de faire pas mal de calculs et de nous donner nos vitesses pour le décollage, pour l'accélération arrêt, pour les prises de décision en cas de souci. Aujourd'hui, on ne va pas faire ça, donc en aucun cas un avion de ligne ne décollerait dans cette configuration-là. On va vérifier qu'on a du pétrole quand même, mais normalement tout est très calculé. On va faire un briefing avant roulage, on va faire un briefing avant décollage, donc c'est vraiment très encadré. Mais là, l'idée c'est de faire simple et de vous montrer qu'au final, le 737 c'est comme l'Airbus, ça c'est des avions. Un 737 c'est un gros Cessna avec des gros moteurs, mais vous allez voir, ça se fait assez bien. On va retirer le frein de parking. Voilà, parking brake. Et ben si j'avance les gaz, j'ai des flaps, j'avance les gaz, on voit la puissance, le N2 qui est en train d'augmenter, je ne veux pas en mettre trop, donc on n'a pas de post-combustion. Hop, regardez, hop, on est bien là, on peut vraiment mettre pleine puissance. Alors dans la vraie vie on ne mettra pas pleine puissance comme ça, sauf vraiment dans les cas exceptionnels. Et là, il prend un peu trop en EGT, je réduis. Pourquoi? Parce que c'est mauvais pour les moteurs. Donc ce que vous voulez faire en fait c'est calculer les paramètres moteurs optimum pour le jour, pour être dans la meilleure efficacité possible, et vous allez en fait en permanence d'une certaine manière mentir à vos calculateurs, leur dire qu'il y a par exemple une température plus élevée que ce qu'elle est. Bref, il y a des petits tricks, on pourra revenir dessus plus tard, mais vous allez décoller généralement ce qu'on appelle souvent du flex, donc vous n'allez pas vous mettre en puissance maximum. Pourquoi? Parce que ça coûterait du pétrole pour pas grand chose. Alors là ce que je vais vous montrer, c'est, vous allez voir, le bestiau il grimpe. Le bestiau il grimpe. On a 20 tonnes de pétrole, regardez, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Je pense que vous avez vu en meeting aérien, ça monte très bien un avion de ligne. Ça monte vraiment très bien. Et il y a une raison pour ça. Et je vais vous demander quelle est cette raison. Alors n'hésitez pas à réfléchir, à me dire dans les commentaires à votre avis, pourquoi est-ce qu'un avion de ligne, ça monte aussi bien? Et en particulier, un avion comme ça bimoteur. 737, A320, A330, 777, Dreamliner, A350, tous ces avions, ils ont deux moteurs. Pourquoi est-ce qu'ils ont deux moteurs, là où la génération, par exemple, du 747 avait 4 moteurs, ou là où avant, les Super Constellations, tout ça, ça avait plein de moteurs? La raison est très simple, c'est regarder la taille des bestiaux. C'est d'ailleurs un des problèmes avec le 737 MAX.
c'est qu'on a des moteurs qui sont surpuissants. Le LiP, avec par exemple les moteurs qu'on a sur l'A320 Neo, tout ça, ce sont des moteurs énormément performants, extrêmement puissants, extrêmement efficaces. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes en train de décoller, vous êtes à 200 km/h, vous n'avez plus assez de pistes pour vous arrêter, vous perdez un moteur. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Je suis en train de décoller, 200 km/h, 220 km/h, donc on est à, on va dire on est à 110 nœuds, là je perds le moteur gauche. Qu'est-ce que je fais? Petit coup de café. Et ben, les performances du moteur restant vous permettent d'y aller, vous permettent de continuer. Donc en résumé, là ce qu'on voit, ce bimoteur, c'est pas vraiment un bimoteur, vous pouvez le voir comme un monomoteur sous stéroïde, ça fonctionne en monomoteur. Ça arrive à décoller, à s'arracher du sol, à grimper avec la pente minimum de sécurité du terrain, à la masse max si besoin que vous avez, avec les conditions du jour, ça va réussir à grimper, à monter sur un seul moteur. Donc un bimoteur, c'est un monomoteur surpuissant, et c'est ce qui fait que maintenant, on peut avoir des avions bimoteurs parce qu'ils sont tellement puissants qu'ils arrivent à faire le job, tout simplement. Et c'est très efficace. Alors excusez-moi, je suis assez déconcentré par mon petit chat. On a un tout nouveau chat qui est en train de me pourrir la vidéo, mais ça fait 3 fois que je recommence, donc là j'en ai marre. Je ne recommencerai pas, encore une fois, à cause du chat qui arrive toujours à trouver un trou par où rentrer dans mon studio. Va-t'en le chat! C'est voilà, c'est très gonflant. C'est le petit chat de la famille. Bref, ok. On se retrouve avec ce bimoteur surpuissant. Si vous êtes en altitude de croisière et que vous perdez un moteur, que vous n'êtes par exemple à 35 000 pieds, vous n'allez pas pouvoir rester à 35 000 pieds, ça ne va pas marcher. Vous allez devoir redescendre vers ce qu'on appelle une altitude de rétablissement, qui est généralement, ça dépend de votre masse, aux alentours des 12 à 15 000 pieds. C'est assez variable. Ça, c'est pour ce qui est de l'altitude de rétablissement. Vous allez donc me dire, mais si tu es au-dessus d'une zone montagneuse, comment tu fais? Si tu es au-dessus d'une zone montagneuse, tu vas avoir des escape charts, des cartes d'échappatoire, des cartes pour t'enfuir et savoir, tiens là je suis au-dessus d'un terrain très haut, je perds un moteur, je sais que mon altitude de rétablissement est en dessous de l'altitude du relief, donc on va devoir prendre tel cap ou tel cap de manière à s'affranchir du relief. Donc il n'y a pas vraiment d'endroit où on ne peut pas aller avec un bimoteur, tout est calculé, tout est réfléchi, et quand on doit survoler ces zones-là, on a un plan d'action en place. Donc on se retrouve avec notre bimoteur, mais un bimoteur comme ça, vous avez vu la taille des ailes, c'est un vrai planeur. C'est extrêmement différent d'un Rafale, d'un Mirage 2000 qui a une aile delta. C'est pas du tout efficace en termes de planer. Alors excusez-moi, il est en train de m'attaquer mes affaires. Et vous allez donc pouvoir planer de manière très efficace. Ok, donc là on est en vol. J'ai mis plein réduit au niveau des moteurs. Vous voyez, mais plein réduit au niveau des moteurs, on a quand même pas mal de pourcentage. On a 72% de N2. Donc si j'ai envie de faire une petite démonstration qu'un avion de ligne ça plane très bien, ce que je vais faire, c'est je vais, hop là, voilà, je viens couper l'arrivée de fuel, tout simplement. Vous voyez, j'ai une alarme fuel qui est arrivée. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça vient tout simplement m'éteindre les moteurs parce qu'on a coupé le fuel flow, on a coupé l'arrivée de fuel. Vous voyez, mon fuel flow est à 0. Donc je me retrouve avec un avion qui est maintenant un planeur complet, un peu, j'ai envie de dire, pire que celui, parce que celui, il restait un petit peu de puissance au début. Là, ça y est, on a vraiment plus de puissance. On a un 737. Le gros avantage du 737, c'est qu'on est sur des commandes de vol vraiment old school, quoi. C'est de la traglerie, j'ai envie de dire, d'un certain côté. C'est vraiment très old school. Du coup, on va pas trop avoir de soucis en termes de commandes de vol par rapport à un avion qui aurait des commandes de vol électriques, par exemple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on est à 2000 pieds. C'est un peu moche, hein. On vient de perdre nos moteurs. Et ben quand il y a le feu, il n'y a pas le feu. Et quand on perd le moteur, il n'y a pas le feu non plus. On va pouvoir... Hop là, on va pouvoir... Alors, j'y vois quelque chose. On va s'éloigner. Et on va se représenter pour se poser. Hein, on va essayer de se poser en planée. Alors pourquoi je vous fais ça? Pour vous montrer
que moi, personnellement, ce qui me plaît dans un simulateur comme ça, ce sont les vues extérieures, je pense que vous avez remarqué depuis tout à l'heure, c'est profiter de la beauté de l'aviation d'un certain côté, et c'est également me mettre dans des situations pour lesquelles eh bien, on n'a pas forcément le temps, ou me faire la main, travailler un petit peu mon sens aéronautique, dans des situations comme ça au simulateur où je peux tester des trucs. Là vous voyez, je le fais complètement sans réfléchir. Et ça me permet de travailler un peu mon sens de la finesse, toutes ces choses-là. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Plus pour moi que de faire des checklists forcément, mais après c'est très personnel. Et voilà, tac tac tac, on se retrouve aligné. Vous voyez, je suis rapide, du coup je décide de sortir le train. Voilà, donc là on est aligné. Voilà, j'ai un bouton pour sortir les flaps. Et là maintenant le but du jeu c'est la conservation d'énergie. Je ne veux pas arriver trop vite, mais je ne veux pas arriver trop lent non plus. Si je suis trop lent, je suis mort. Donc on va play chicken un petit peu. Et attention, il y a un ballooning effect très puissant avec ces avions. Avec la sortie des volets, ça vous fait grimper, ça vous fait monter un peu au dernier moment. Je m'étais fait surprendre sur ma QT37 Max quand j'étais venu tester un peu le concept. Voilà. Donc là, je viens volontairement chercher court. J'ai un sync rate très fort, mais je vais l'arrondir. Ça, c'est mon seuil décalé, je m'en fiche. Plus extérieur, c'est plus joli. Boum, on pose. Max break. Ça va être court le bestiau. Hein. Voilà. Bon bah c'était court. Et on était en panne moteur. Donc vous voyez, ça se fait, et même ça se pose très très court. Des cas de 737 qui se posent comme ça en panne, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, je vous ferai des vidéos dessus. Mais voilà, moi ça me plaît. De pouvoir tester un petit peu ce genre d'aéronautique, j'ai envie de dire, de pouvoir me mettre dans des situations un petit peu différentes et de pouvoir profiter, vraiment revenir aux bases, qui est ce pilotage, en faisant fi un petit peu de toute la lourdeur administrative des procédures. Je n'ai absolument rien contre les procédures, elles sont nécessaires à la sécurité, je les applique, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais personnellement, moi ce qui me plaît vraiment, c'est ce côté un petit peu jeu, faut dire ce qui est, un petit peu plaisir enfantin, de pouvoir piloter un avion, de le mettre dans des positions, voilà, des positions dans lesquelles on n'irait peut-être pas vraiment au simulateur, même au simulateur professionnel. Alors attention, on fait des positions inusuelles, des choses comme ça fait partie des formations, mais on va peut-être pas forcément en faire tous les jours. Et là, ce qu'on va faire justement, c'est, on va parler un petit peu du décrochage. Donc, on vient mettre de la puissance, je vais me faire enguirlander, je viens en place droite, voilà, c'est pas le même salaire. Hop, attention à pas mettre trop. Tiens, regardez. On va accélérer. On va accélérer. Alors, comment je peux faire? Hop. Hop là, on coupe un moteur. Ah oui, forcément il y a un couple. Et vu que je regardais dedans. Donc voilà, vous voyez, il continue d'accélérer le bestiau. Il continue d'accélérer. J'ai le moteur gauche qui est parti. Il continue d'accélérer. Je viens doucement contrer la dissymétrie due à ça. Je viens lui lever le nez. Hop là, c'est pas beau la vie. Et c'est parti. Alors là forcément, vous avez bien vu, j'étais la tête en bas et tout, mais ça passe. Ça passe très bien. Et voilà. Donc là on est en train de monter. Excusez-moi, il faut quand même que je repasse un peu la tête en cabine. Voilà. Donc là on fait attention en termes de symétrie, tout ça. Oil pressure, voilà. Donc là il me dit mes petites pannes. Il faut que je fasse attention à mon pilotage, là. Voilà, je suis attaqué par le chat, c'est un vrai bonheur d'avoir des animaux à la maison. Moi j'ai un studio à part, mais il passe par un tout petit trou pour venir m'embêter, sinon c'est pas drôle. Allez le chat, va-t'en. Allez, regardez, je vous présente le chat. Toi tu t'en vas. Voilà. Donc vous connaissez Samuel L. Jackson avec ses Snakes in the Plane, moi c'est le chat. Le chat in the Plane, c'est une nouvelle version. Je veux qu'on débarrasse ce foutu avion de ces foutus serpents de merde. Qui devrait faire plus de likes, ça peut être viral, un cat in the plane, je pense qu'il y a un concept, même là si vous avez une compagnie aérienne, ça peut être sympa. Ok, donc là maintenant ce qu'on voudrait, c'est travailler au niveau de la symétrie du vol, pouvoir mettre
Pour pouvoir travailler la symétrie, on ferait des checklists, toutes ces choses. Hop là, alors attendez, je vais essayer. Ah, c'est sympa, mais mon manche me gêne pour la vitesse. Voilà, donc là après on va jouer sur la symétrie de vol, on va faire des checklists, on touche pas au moteur trop initialement. Il y a pas mal de choses à faire, mais vous voyez, ce qui est important, c'est que l'avion sur un moteur, il a réussi à monter. On a réussi à se mettre en toute sécurité à une certaine hauteur. Et après, il faut quand même avoir un peu de finesse de pilotage. Là, moi, je ne connais pas trop l'avion, le ressenti est très différent d'en vrai. Mais vous voyez, gros effort au yoke. Là, je suis en virage gauche. Très bien. Et donc, on tourne gentiment. Hop là, on va venir passer en vente arrière, en fait. Alors, dans la vraie vie, je ne serais sûrement pas passé au-dessus de New York, quoique. Hop là. Alors, on a notre piste qui est là-bas. C'est pas beau, la vie. On grimpe gentiment. Alors, ils mettent pas beaucoup là. J'ai un petit joystick entrée de gamme. Voilà. Donc, si mon avion est incliné, je crée de la traînée. Donc, en fait, c'est pas forcément l'idéal pour ce qui est de pouvoir bien accélérer. Donc là, en fait, on voit c'est le moteur gauche. Dans la vraie vie, on viendrait faire des actions. En parallèle, moi, je me ferai pas avoir comme ça parce que je le verrai, hein, c'est mon travail. Là, on a un pilot flying, un pilot monitoring, normalement, une personne qui va gérer les checks, une personne qui va piloter l'avion. C'est pas parce qu'on a une panne à moteur qu'on viendrait se mettre dans l'orange, hein, c'est pas la peine. Voilà. Ce chat est vraiment très embêtant. Alors moi j'aime bien monter, là vous voyez je suis monté à 3000, rappelez-vous un peu le drame du Pakistan. Pourquoi? Pour éviter un peu les mêmes soucis. Oui. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne chose, on pourrait mettre des chats dans les simulateurs pour tester l'équipage. Et là imaginez, boum, hop là, j'ai perdu mes deux moteurs. Alors ça peut paraître bête, mais le fait de perdre mon deuxième moteur, j'ai plus de dissymétrie. Donc au niveau de mes efforts au manche, c'est plus du tout la même chose. Donc là, zut, j'ai perdu les moteurs. Moi ce dont j'ai besoin, je vais essayer de la jouer gagnante, voir si je peux faire un retour terrain, c'est extrêmement serré. Il faut appeler un chat un chat. Du coup, je vais me la jouer très agressive. Je suis haut, mais je suis très serré. Je vais donc décider, et là c'est un jugement personnel, de virer serré, prendre de l'énergie, parce que là, je vais avoir besoin d'énergie dans le virage, sans pour autant tout casser, appliquer un certain facteur de charge, et une fois que je vais être face à la piste, en gros, tout sortir pour me vomir, et éventuellement faire une glissade. Donc là, on voit que c'était pas si bien joué que ça à T. Hop là. C'était même pas très bien joué de ma part. Donc là, c'est pas grave. Je confesse que j'ai fait un plan qui n'était pas terrible. Je vais remonter. Alors vous allez me dire, il fait n'importe quoi. Ouais, mais je teste. Et vous voyez, là, j'étais vraiment trop près, trop haut. C'est pas grave. Et là, on va jouer un peu plus la finesse. Donc maintenant, je change un petit peu mon plan d'action. Allez, 160 nœuds, une patate, deux patates. C'est parti. Mon objectif maintenant, c'est de me poser sur d'autres pistes, de garder une vitesse aux alentours des 160 nœuds. Regardez notre avion. Ça, c'est éco-friendly, hein, il n'y a pas de moteur. Alors, je ne maîtrise pas trop les vues extérieures, ça ne va pas m'aider pour tourner. C'est le souci que j'ai là, c'est voir où je suis. C'est très désagréable pour cette simu. Ok. 175 nœuds. On sort la ferraille. Alors j'ai appuyé sur G pourtant. Ok, on appuie sur G. Là c'est dommage. Dans la vraie vie j'aurais eu sorti. Pourquoi il veut pas... Hop. Allez. Et on freine. Ah, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous voyez, je suis arrivé, j'avais de l'énergie, j'ai appuyé sur le train, il n'est pas sorti, il faudrait voir pourquoi. Là, dans un travail dans l'équipe ou vraiment dans le cockpit, tu ne te fais pas avoir sur un coup comme ça, je me suis fait avoir aussi. Mais in fine, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve posé sur la piste, le truc a quand même freiné, il nous manque le train principal, mais est-ce qu'à votre avis, ça serait mieux passé que par exemple à Karachi ou autre? Des fois, il vaut mieux attendre jusqu'au dernier moment pour le train, même si là, encore une fois, comme je vous dis, le train équipage, je ne suis pas inquiet, le train serait sorti. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris la touche là. Mais
si vous savez, je suis fanat. Mais du coup, imposer comme ça, j'ai envie de dire, est moins dommageable qu'un crash par perte de contrôle. Donc on en revient aux bases, tu as un plan d'action, tu vois que ton plan d'action passe pas, ce que j'ai fait au début, je change de plan d'action, j'ai un nouveau plan d'action, je me recrée des nouvelles étapes, je sais quel va être mon facteur limitant, tout ça, boum boum, je redéroule. Alors ce que je vous ai fait, vous allez me dire mais c'est affreux, il fait n'importe quoi. Non, je fais pas n'importe quoi, je m'entraîne tout simplement à faire du pilotage dit de base, du pilotage tout simplement de base, avec d'un avion qui, pour beaucoup, paraît un monstre de technologie ou autre. Et ben, il faut garder ses bases, et moi je trouve que X-Plane, pour ça c'est génial. J'aime beaucoup DCS pour tout ce qui est simulation plutôt militaire, mais pour tout ce qui est simulation type X-Plane, si vous êtes pilote d'aviation générale, si vous voulez faire professionnel ou autre, n'oubliez pas les bases, parce que ce sont les bases qui vous permettent de garder du bon sens paysan, ce sont les bases qui vous sauvent. Et dans l'aviation, moderne, dans l'aviation de ligne moderne, eh bien c'est tout simplement indispensable de continuer à rester connecté au fait qu'un avion ça plane, que si vous tirez sur le manche ça monte jusqu'au moment où ça décroche. Oh, oh, tu peux arrêter ? Excusez-moi, très indiscipliné ce chat, il va passer en conseil d'instruction. Allez, viens, viens, viens. Hop, donc regardez, on accélère. Ah, il veut pas. Hop là, tout de suite on a du torque, voilà. On le rotate. Alors ça c'est le gros piège, c'est contrer ce roulis initial, ce tangage initial, ça souvent c'est ça qui est un peu difficile dans les premiers simulateurs de base, parce que là on a tellement de puissance d'un côté que ça nous fait une poussée dissymétrique, vous voyez, on a une vraie poussée dissymétrique, et c'est ça qu'il faut combattre, vous voyez, c'est pour ça que là j'ai tendance à partir dans la vraie vie, on veut surtout pas quitter le bon axe, j'ai cette poussée dissymétrique qu'il faut combattre. Vous voyez, j'ai un bilan d'énergie qui est beaucoup plus puissant que tout à l'heure, parce que j'ai fait la panne plus tard, et ce sont des nœuds, des vitesses qui derrière ont un gros impact. Ok. Donc voilà, donc si vous faites du flight simulator comme ça ou autre, amusez-vous à faire cette panne. C'est la panne au décollage, le N-1 au décollage, comme on dit. Et vous verrez, ça va vous permettre de travailler un petit peu votre finesse de pilotage. Et vous voyez, moi déjà sur la deuxième, ça se passe mieux. Et c'est assez sympa. Donc ne passez pas en EGT, exhaust gas température, en température d'échappement sur des valeurs trop fortes. Mais vous pouvez bien affiner votre puissance moteur pour quand même en récupérer. Voilà. Et puis après, derrière, bon, on va monter, on va traiter la panne, on va préparer l'avion pour un atterrissage, on va brouiller peut-être un petit peu de pétrole, quoique en 737, vous décollez, vous pouvez vous reposer, il n'y a vraiment pas de souci de masse, c'est très basique pour ça, c'est pas mal. Et voilà. Donc là, imaginez, on est en train de grimper, on est à quelle altitude? On est à 2000 pieds, celui, lui, il a perdu ses moteurs à 2008. Hop là. Parce que c'est toujours l'énorme débat sur la perte moteur au décollage, est-ce que je fais demi-tour, est-ce que je fais pas demi-tour, c'est très variable en fonction des situations. En attendant, à la regarder, vous voyez, quand je mets du pied, ça fait du lacet, et pour la symétrie de vol, c'est très 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 important d'être souple là-dessus, et en cas de panne moteur comme ça, eh ben, on vient initialement contrer au pied, dead foot, dead engine, donc là, regardez, normalement, je dois avoir du pied d'un côté. Attendez, regardez. Hop. Regardez les palonniers. Vous voyez les palonniers, j'ai le palonnier gauche qui est enfoncé par rapport au palonnier droit. Ok? Dead foot, dead engine. C'est-à-dire que je mets du pied à gauche. Ok? Pied à gauche, j'ai une force physique à gauche. Le pied droit, il n'y a pas de force. Donc le pied droit, la jambe droite n'est pas utilisée. Dead foot, dead engine, pied mort, moteur mort. C'est-à-dire que c'est mon moteur droit qui est mort. Je vérifie, c'est effectivement mon moteur droit qui est mort, donc plus je peux le réduire. Voilà, vous avez appris le dead foot, dead engine. C'est très 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 efficace quand vous ne savez pas quel moteur réduire. Il y a malheureusement déjà eu des crashs
à cause de pilotes qui réduisent le mauvais moteur. Alors là, on a une forte dissymétrie. Vous êtes d'accord que si je lâche le manche, mon avion il part. Pourquoi? Parce qu'il y a ce couple. Et ça peut arriver à une certaine vitesse qu'on appelle la VMCA, vitesse minimum de contrôle dans l'air, qu'en fait vous êtes lent, vous avez une telle dissymétrie que l'avion n'est plus pilotable. Il part, du coup il n'est plus pilotable. Eh bien il y a une solution, c'est on réduit. Si vous réduisez le moteur, eh bien il n'y a plus de poussée dissymétrique puisqu'il n'y a plus de poussée et vous reprenez tout de suite le contrôle. Regardez, l'avion il redevient super stable. Donc quand vous avez un moteur en seulement qui fonctionne, il y a une poussée dissymétrique. Quand vous avez les deux moteurs coupés, ou pour récupérer une certaine symétrie, vous réduisez la puissance et ça se passe très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir se présenter pour imposer moteur coupé. Hop là, donc vous voyez, on va pas refaire l'erreur de la dernière fois. On va venir gentiment se mettre en vente arrière, gentiment monter. On a 2800 pieds, on regarderait notre distance et on ferait un petit calcul, fonction un petit peu là du vario. Regardez, on peut regarder, ça se calcule. Alors, je prends une vitesse stable, ça c'est important, pas faire comme un Mirage 2000 qui finit en éjection à 80 pieds. La vitesse stable c'est vital. J'ai 189 nœuds, j'ai 900 pieds vario. 900 pieds vario, vous voyez, dans 3 minutes je suis au sol. 3 minutes, je fais du 3 x 6, 3 x 6, 3, non, j'ai 9 nautiques à faire. Donc je vais pouvoir faire quasi 10 nautiques, 18 km de plein air avant de toucher le sol, si je maintiens tout comme ça. Je vais virer, ça va donc me faire descendre un peu plus. Donc là pour l'instant on va attendre, on va attendre, on va attendre, on va attendre. 184 nœuds. Je vais perds un petit peu de vitesse. Alors regardez, c'est pas la même en termes de vario, il faut que je fasse attention. Du coup, hop là, allez, on part en virage. Un bon compromis, généralement, c'est 30 degrés d'inclinaison. Généralement, vous vous mettre à la vitesse de finesse max, ou ce qu'ils appellent green dot sur Airbus. Donc là, on tourne gentiment. Ce qu'il faut bien négocier, c'est le rayon de virage. C'est ça qui va être un peu tricky à voir là au simu. Voilà. Alors, je ne vais pas descendre trop le nez. Vous voyez, je descends beaucoup trop le nez. Dans la vraie vie, je le sentirais. Hein. Je sentirais plus, le nez serait beaucoup plus lourd au yoke, ça serait un peu plus facile à discerner. Donc là, on va gentiment s'amener. J'aurai ma distance que je demanderai au contrôle ou sinon avec mon système par rapport à l'arrivée. Je viens me mettre à ma place. Hein. Pas déconner, pas l'abus de pouvoir. Et là, on va sortir le train. Oupsie, non. Ah, c'est pour ça qui m'est arrivé tout à l'heure, c'est une sorte de bouton. On peut sortir les volets là? On sort pas, je vais essayer de programmer des trucs sur le... J'ai essayé de programmer des trucs sur le joystick, mais je suis plus bête que j'en ai l'air. C'est quoi ça? Il y a des bestioles, c'est génial, il y a une bête qui court. Ok, donc, hop, 3 vertes. On n'arrondit pas trop, parce que la vitesse était bonne. Et là, je vais faire un positive impact. Freine bien. Hein. Là, je l'ai mis en auto brake max. Et voilà. Donc l'auto brake max, je ne sais pas forcément si je l'aurais utilisé vraiment dans ce cas-là. Je pense que oui de base, mais j'aurais peut-être relâché et repris en freinage manuel derrière, à voir pour éviter éventuellement un incendie ou autre. Mais là, vous voyez, ça s'arrête vraiment sur place. Donc voilà. Donc au résumé. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les chats, c'est assez embêtant dans l'aviation, qu'en plus ils montent partout, mais bon, on aime quand même. Un bimoteur, c'est un monomoteur surpuissant, important. Keep it simple and stupid. Vous avez beau avoir énormément de checklists, énormément de procédures, c'est pas ça qui va vous sauver la vie. Oui et non, mais quand vraiment la charge de travail augmente, quand vraiment il faut faire simple, eh bien vous faites simple, vous revenez aux bases et vous pilotez l'avion, ça plane. Vous sortez le train, vous visez la piste, vous pilotez ça comme un planeur, ça ne va pas s'effondrer instantanément. C'est pareil avec votre Cessna, c'est pareil avec votre Romain DR400. Fly the aircraft first. On pilote d'abord l'avion, Aviate, Navigate, Communicate. Et pour ça, les simulateurs de vol, c'est exceptionnel, c'est génial. Vous voyez, on s'est fait 3 atterrissages moteur coupé, comme on dit des fois en France. C'est exceptionnel pour se créer cette expérience et pour avoir cette capacité à prendre du recul et à revenir aux bases. Il s'appelle Caprice. Dis bonjour Caprice. Voilà, donc c'est lui le responsable du bruit que vous avez entendu tout à l'heure. Il s'excuse, le pauvre, mais je préfère le garder là, c'est vite qu'il fasse des bêtises, il monte sur mes autres ordi.
monomoteur, fly the aircraft first, faire simple, et vous avez un plan d'action, n'allez pas jusqu'à l'accident. Vous voyez, tout à l'heure, la piste, je vais me poser là, non, ça passe pas, arrête de zoomer, ça passe pas. Eh bien, je me prends un nouveau plan, je me dis, du coup, nouveau plan d'action, ayez toujours des portes. Dans l'aviation navale, des fois, on n'a pas de porte, sauf l'éjection. L'éjection est une certaine porte de sortie, hein, c'est vers le haut. Mais c'est votre travail d'avoir des options. Donc c'est très très important de penser à tout ça. Encore une fois, je m'excuse pour le bruit, il n'y a pas moyen de me débarrasser de cette bête pendant le film. J'ai essayé, croyez-moi, et à la 4e take, j'ai abandonné. Excellent week-end à vous, fly safe, n'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous voulez que je couvre sur Explain, mettez-les moi et fly safe.